Dans les années 80, David Mazurek, originaire du Michigan, décida d'acheter une ferme non loin de Mount Pleasant. L'ancien propriétaire faisait visiter sa nouvelle propriété à David lorsque celui-ci remarqua une grosse pierre à l'aspect étrange. Elle servait à maintenir ouverte la porte d'une grange. Mazurek demanda l'origine de ce butoir de porte et le fermier expliqua qu'il s'agissait en fait d'une météorite. Elle était arrivée sur la propriété avec un bruit fracassant dans les années 30. Le lendemain matin, le fermier et son père avaient découvert le cratère que la météorite avait creusé et en avaient extrait cet invité de l'espace, encore tout chaud. Il lui avait retrouvé une fonction, butoir de porte, et la bonne nouvelle pour le nouveau propriétaire, c'était que la météorite était vendue avec la propriété. Il décida de ne rien changer tant qu'il vivrait sur les lieux. Lorsqu'il déménagea, il emporta le gros caillou et l'utilisa à nouveau comme butoir de porte pendant une trentaine d'années supplémentaires. Parfois, David laissait ses enfants emporter la météorite à l'école pour la montrer aux autres élèves. C'est alors qu'il découvrit que certains habitants du Michigan gagnaient de l'argent en vendant les météorites qu'ils trouvaient. Comme sa pierre à lui était énorme, elle pesait 10 kilos, il décida de l'apporter à l'Université centrale du Michigan pour en connaître la valeur. Il trouva là une professeure de géologie, un peu lasse de toutes les demandes d'estimation qu'on lui soumettait depuis près de 20 ans pour des cailloux qui n'étaient en rien des météorites. Mais cette fois-ci, elle sentit dès le départ qu'elle avait affaire à quelque chose de spécial. Elle analysa la pierre et détermina qu'il s'agissait d'une véritable météorite composée à 88,5% de fer et à 11,5% de nickel. Il s'agissait de la 6e plus grande découverte de ce type dans le Michigan et du spécimen le plus précieux qu'elle ait jamais vu. Un échantillon fut envoyé à la Smithsonian Institution de Washington pour une nouvelle série de tests, et tout fut officiellement confirmé. Il s'avéra également que la météorite avait appartenu à un système solaire primitif. La Smithsonian et un musée du Maine envisagèrent d'acheter la météorite pour une somme considérable. Finalement, Mazurek la vendit au planétarium Abrams de l'Université d'État du Michigan pour 75 000 $. Il donna 20% de cette somme au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université centrale du Michigan, qui avait confirmé la provenance et l'authenticité de la pierre. Pendant longtemps, une peinture du célèbre artiste florentin du XIIIe siècle Cimabue semblait s'être volatilisée. Mais en 2019, elle fit une apparition surprise dans la maison confortable d'une vieille dame résidant dans la campagne française. La dame était sur le point de vendre sa maison et avait invité un commissaire-priseur pour savoir combien elle pourrait obtenir pour ses biens. J'imagine qu'elle ne s'attendait pas à ce que le tableau qui avait servi de décoration dans sa cuisine pendant de nombreuses années puisse valoir des millions. Le commissaire-priseur constata que le tableau portait la touche d'un peintre célèbre ayant vécu il y a plusieurs siècles. L'expertise confirma ensuite qu'il s'agissait d'un original faisant partie d'une série réalisée en 1280 et l'un des 11 tableaux de Cimabue encore présents dans le monde. L'analyse infrarouge révéla les subtiles corrections apportées par l'artiste au cours du processus de création, ce qui renforça l'authenticité du tableau. Les experts en art pensaient que le tableau se vendrait aux enchères pour environ 6 millions de $. Mais ils se trompaient. Le nouveau propriétaire déboursa plus de 26 millions de $ pour acquérir le chef-d'œuvre. En 1831, un échiquier avec des pièces sculptées, toutes en ivoire de Morse, fut trouvé dans les dunes de sable de l'île de Lewis. 5 des pièces manquaient. Près de 2 siècles plus tard, une famille d'Édimbourg apporta une pièce d'échec à la prestigieuse maison de vente aux enchères Sotheby's. Le grand-père de la famille l'avait achetée dans sa jeunesse. Il l'avait acquise en 1964 pour 6 $ seulement et l'avait transmise à sa fille. Et bien que la famille n'eût aucune idée de la valeur réelle ou de l'importance de la pièce, elle avait estimé qu'il s'agissait d'un bien précieux. Ils la conservaient chez eux comme un héritage familial et ils la sortaient parfois pour l'admirer. En examinant la pièce, le personnel de Sotheby's se rendit compte qu'il s'agissait d'une pièce d'échecs de Lewis datant du XIIe ou du début du XIIIe siècle et faisant partie d'un célèbre jeu. Les autres pièces d'échecs de Lewis se trouvaient dans des institutions telles que le British Museum et le National Museum of Scotland d'Édimbourg. La complexité de l'exécution, l'importance historique et le mystère de son parcours contribuèrent à sa valeur. Et elle fut vendue aux enchères à Londres pour la somme de 925 000 $. Imaginez que vous soyez en train de fouiller dans une brocante et que vous dénichiez une bague en diamant de 26 carats pour 13 $. Cela a tout d'une légende urbaine, mais c'est bel et bien ce qui est arrivé à une dame au Royaume-Uni. Elle était convaincue que l'objet en question était un bijou fantaisie, et elle le porta avec désinvolture pendant une trentaine d'années.
Un jour, elle décida quand même de faire examiner la bague pour savoir si elle valait plus de 13 $. Et il s'avéra que la pierre qui l'ornait était un diamant ayant probablement appartenu à un membre de la famille royale ou à une personne très fortunée du 19e siècle. C'était avant la découverte des mines de diamants modernes, et il y avait très peu de ces pierres dans le monde entier. Reconnaître qu'il s'agissait d'un diamant était difficile, car il ne ressemblait pas du tout à ceux auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Lorsque nous pensons au diamant, nous imaginons quelque chose d'étincelant. Celui-ci avait été conçu pour être éclairé à la bougie, avec une taille et une monture à l'ancienne qui s'étaient assombries avec le temps. L'argent s'était terni, et la bague était aussi probablement très sale. Elle fut vendue aux enchères de Sotheby's à Londres, pour près de 850 000 $. Et les experts pensent que l'aventure n'est pas terminée. Le nouveau propriétaire peut la faire retailler pour lui donner un aspect plus moderne, et avec plus d'éclat, elle pourrait valoir plusieurs fois ce prix. En 2011, Frank Abrams, un avocat de Caroline du Nord, tomba par hasard sur un ferrotype du 19e siècle dans un marché aux puces. Il l'acheta pour 10 $. Il s'agissait d'une photo ordinaire de 5 cow-boys, mais les experts pensent aujourd'hui que l'un de ces hommes pourrait être le tristement célèbre hors-la-loi Billy the Kid. Frank Abrams se rendit compte qu'il était peut-être en possession d'un joyau historique en visionnant une émission télévisée dans laquelle apparaissait une photographie de Billy the Kid jouant au croquet. Une recherche sur Google le mena à des images de Pat Garrett, le shérif du comté de Lincoln, au Nouveau-Mexique, célèbre pour avoir ôté la vie à Billy the Kid. Monsieur Abrams fut frappé de découvrir, sur sa photo, une silhouette qui ressemblait à Pat Garrett, et il se demanda si l'homme mince à l'arrière-plan n'était pas Billy the Kid lui-même. Il demanda l'aide d'analystes et de professeurs, qui avaient des raisons de croire que la photo représentait bien Billy the Kid et Pat Garrett. Un expert en écriture manuscrite du Texas parvint à faire correspondre une signature figurant sur l'image à des échantillons connus de l'écriture de Garrett. Les spécialistes pensent que la photo date de la fin du 19e siècle. Comment cette image s'est retrouvée sur un marché aux puces de Caroline du Nord reste un mystère. Une autre photo de Billy the Kid, récemment découverte et le représentant en train de jouer au croquet, a été évaluée à 5 millions de $. Le ferrotype d'Abrams, quant à lui, pourrait avoir une valeur encore plus élevée. Mais Abrams ne veut pas se séparer de ce trésor historique. Il se considère chanceux et privilégié de l'avoir trouvé. Larry Howe, agent d'entretien au centre commercial Capitol Court de Milwaukee, était en train de ranger un local de stockage. Le centre commercial était sur le point d'être démoli. Il trouva une paire de baskets au milieu des ordures. Il se rendit rapidement compte qu'il ne s'agissait pas de chaussures ordinaires et qu'elles n'avaient certainement pas leur place dans une pile de déchets. Howe reconnut la signature de Michael Jordan sur le côté de l'une des chaussures. Il se souvint qu'elles avaient été exposées dans le magasin de vêtements de sport Playmakers à une époque. Les baskets, de pointure 47, portaient l'inscription « My Very Best ». Howe décida de mettre ses chaussures aux enchères et le prix de départ fut fixé à 20 000 $.